Super. Bon, c'est pas pour moi de mon côté, c'est parfait. Et très bien. Alors, bonsoir à tous. Donc, bienvenue donc pour ce nouveau live en ce samedi 14 novembre. Donc, ce soir, on a la chance de recevoir donc Philémon. Donc, bonsoir Philémon. Merci d'avoir accepté donc notre invitation pour venir échanger avec nous sur ton univers livresque. Ben, merci de m'avoir invité surtout. Bah, de rien, avec plaisir. Tu connais le principe. Enfin, vous connaissez le principe. Les gens posent des questions en commentaire. Je vous les pose de façon, voilà, à pouvoir échanger sur votre univers livresque. Très bien. OK? Voilà, donc je vous laisse vous présenter et puis ensuite je commencerai par vous poser les questions. Merci à vous encore. Et Donc, je l'oubliais, pardon. première chose très importante, je tiens aussi à vous remercier ainsi que Laurent Fabre de Évidence Édition parce que ce soir vous avez accepté d'offrir donc deux romans, donc Syndrome de Stockholm, une version numérique e-pub et une version brochée. C'est bien ça. Voilà. Et Voilà, ce donc sera vous qui serez le maître de cérémonie pour remettre ce prix, enfin ce cadeau aux internautes. eh ben merci pour la confiance. Et puis on fera donc comme d'habitude un petit tirage au sort parmi tous ceux qui auront participé et qui auront posé une question. Voilà. Est-ce qu'on est Très bien bien. d'accord? Eh ben merci à vous. Et puis ben, je vous laisse donc vous présenter. Très bien. Alors, bonjour à tous d'abord. Je suis Philémon Le Bellégard. C'est un pseudo, bien sûr. Mais c'est un pseudo qui a une origine familiale, puisque Le Bellégard, c'est le nom de ma grand-mère maternelle. Voilà. En fait, j'ai pris un pseudo pour écrire ce roman Syndrome de Stockholm, parce que par ailleurs, j'ai une vie active, je travaille dans le digital, dans le marketing digital, voilà, je sépare la vie professionnelle et la vie d'écrivain. Voilà. J'ai 45 ans. Je suis breton d'origine. Le Bellégard, c'est breton. En fait, je suis parisien depuis la fin des années 90 et je vis à Paris pour le travail. Et voilà, j'ai écrit ce roman Syndrome de Stockholm il y a très longtemps maintenant, puisque en fait, je l'ai terminé en 2011 et j'ai mis à peu près une quinzaine d'années à l'écrire. Parce que j'étais pas très assidu en termes d'écriture et j'écris toujours de manière euh, très espacée, en vacances principalement ou en week-end. J'ai fini ce premier roman en 2011. Il a été auto-édité en 2016. Et à l'époque, voilà, il a eu un petit peu de succès. Et il a notamment reçu en 2018 le prix du meilleur roman indépendant, toutes catégories confondues, et aussi dans la catégorie thriller. Et quand Laurent Fabre a été nommé directeur de la collection Clair-Obscur d'Évidence Édition début 2020, eh bien, il m'a proposé de rejoindre sa collection, ce que j'ai accepté bien volontiers, parce que c'est une seconde naissance pour Syndrome de Stockholm, cette fois dans une maison d'édition. Eh ben, toutes nos félicitations et je tiens à saluer justement Laurent qui vient d'arriver. Donc bonsoir Laurent et merci encore pour ta confiance. Oui, qui fait un Euh, travail formidable. Alors, non pas parce qu'il il a décidé de prendre syndrome de Stockholm, mais il est en train de monter une vraie collection avec des auteurs qui ont des styles très particuliers qui se différencient vraiment du, de la littérature polar, thriller ou noire. Voilà, il y a quelques auteurs qui vont être publiés dans les mois qui viennent et qui sont vraiment des auteurs intéressants avec des univers très particuliers, très spécifiques. Voilà, et je suis content de faire partie de cette équipe. Ouais, mais en tout cas, bah, merci. Et puis, bah, je tiens aussi à dire, pour l'occasion, puisque c'est ce que vous dites, qu'on aura la chance, début décembre, de recevoir Laurent Fabre en live sur le groupe qui viendra justement nous parler de cette belle maison d'édition qu'il est en train de monter avec Jennifer, si je me souviens bien de son prénom. Alors en fait, oui, la maison d'édition est dirigée par Stéphanie et Jennifer s'occupe de la communication et Laurent s'occupe de la collection D'accord. Clair-Obscur. Voilà. Qui est la collection dédiée au D'accord, ok, thriller, au super. polar.
Ok. Alors, bon, il y a Véronique qui vient d'arriver, qui nous salue. Donc, bonsoir tout le monde. Dominique Guénin qui vient d'arriver. Bonsoir. Donc, il y a plein de monde. Geoffrey. Comment t'es venue l'idée d'écrire? Ok, j'écris depuis que je suis enfant, mais ça s'est vraiment caractérisé voilà, pendant l'adolescence. Et puis j'ai fait des études de lettres. Donc là, ça s'est vraiment enclenché très sérieusement. Et voilà, j'écris. Alors j'écris, comme je le disais, assez épisodiquement. J'écris quand j'ai du temps libre. Mais en revanche, ce que j'ai toujours fait, alors là, c'est le premier roman qui est publié. J'ai écrit d'autres choses que je n'ai pas publiées pour l'instant. Mais à chaque fois, j'ai j'ai une structure, j'ai un plan, et c'est ce qui me permet de pouvoir écrire sur la durée. Parce que quand on écrit bah, pendant 15 ans, alors là je suis en train d'écrire le deuxième roman, voilà, lui ça fait 10 ans enfin ça fait 9 ans exactement que je suis en train de l'écrire, et j'ai le plan depuis le début, et donc c'est un travail vraiment de rédaction qui est très long, et qui consiste à suivre ce plan et en même temps à s'en écarter de temps en temps parce qu'il y a d'autres idées qui viennent au fur et à mesure des mois ou des années. Et c'est ça qui est intéressant aussi, enfin en tout cas pour, pour mon, pour mon propre travail d'écriture, c'est que le manuscrit repose 3 mois, 6 mois, et puis je le reprends, et là du coup je le retravaille. Et donc je fais pas comme d'autres écrivains qui écrivent pendant 3, 4 mois et voilà, qui jettent tout sur le papier et puis après qui reprennent et corrigent. Moi, ça prend vraiment beaucoup plus de temps. Et en même temps, voilà, c'est mon rythme. Je peux pas aller plus vite, a priori. D'accord. Donc, justement, il y a souvent la question qui est posée à savoir si vous avez la trame lorsque vous écrivez. C'est oui. Oui, 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 j'ai vraiment. Alors, j'ai l'histoire et je sais où je veux arriver. Après, évidemment, j'ai pas le détail de toutes les scènes, et j'ai pas le détail. Donc, quelquefois, je me perds un peu. Enfin, je m'autorise des sorties par rapport au programme, initialement prévu, quoi. D'accord, ok. Et justement, est-ce que vous faites aussi des fiches personnages? Oui, 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 tout à fait. Alors, pour Syndrome de Stockholm, j'en avais fait trois, parce qu'il y a vraiment trois personnages principaux. Euh, et pour le roman que je suis en train d'écrire là, il y a un peu plus de personnages. Donc oui, j'étais obligé de faire des fiches personnages pour pas me perdre, et pour que chaque personnage ait bien sa cohérence, sa consistance, et que les interactions entre les personnages soient bien pensées à l'avance. D'accord. Et justement, à la fin du livre, quand vous écrivez le mot fin, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez l'impression d'abandonner vos personnages ou est-ce que pour vous, c'est... Non. Bah, ce qui est clair, c'est que bah, les personnages de Syndrome de Stockholm, qui ont donc je vais raconter un peu peut-être le pitch après, mais c'est des personnages qui vivent avec moi depuis oui presque 25 ans, puisque finalement j'ai commencé à écrire il y a 25 ans quasiment ce roman. Et donc ils sont trois. Il y a Stenrik Bergen qui est un peintre d'origine suédoise et qui est un peu fou, on peut le dire, et qui a un projet artistique assez non conventionnel, on va dire. Et puis, il y a un mécène, un milliardaire mécène qui s'appelle Enstenov Kalinek, qui a des origines dans les pays de l'Est, mais qui a été transféré à l'Ouest aux États-Unis dans des circonstances un peu obscures, et qui est un passionné d'art, et qui va bah, devenir le mécène de Stenrik Bergen, et qui va lui l'autoriser un peu à faire à peu près tout type de création, y compris des créations totalement illicites. Et puis enfin, il y a un troisième personnage qui s'appelle Anna James, et qui est une journaliste, qui est la rédactrice en chef du Time Magazine sur tout ce qui concerne la culture et les arts, et qui va se retrouver prise dans ce duo, enfin, qui va être prise en otage littéralement par Einstein Kalinek et Stenrik Bergen. Et c'est bien ça le récit de syndrome de Stockholm. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un syndrome de Stockholm, c'est quand on tombe amoureux, ou en tout cas qu'on épouse la cause
des gens qui vous ont pris en otage. Voilà. D'accord, ok. Bah justement, quand on parle du syndrome de Stockholm, donc c'est le titre de votre roman, il y a Sonia Robinard qui nous pose la question, donc il paraît que c'est sa question fétiche, le titre que vous le trouvez au début, pendant ou à la fin de l'écriture. Alors là, je l'ai trouvé. Alors je pense que je ne l'ai pas trouvé au tout début, mais je l'ai trouvé assez vite parce qu'en fait, bah déjà, le peintre était suédois, donc ça donnait une petite, une petite idée. Et puis en fait, très vite, alors ce qui a été vraiment étonnant dans l'écriture de ce roman, c'est que j'ai pas compris en l'écrivant que j'étais en train de faire un thriller. C'est vraiment à la fin où je me suis dit, en fait, c'est un thriller psychologique. Et du coup, la dimension psychologique a confirmé le titre Syndrome de Stockholm, puisque c'est un trouble psychologique. Et donc, voilà, c'est venu à peu près au milieu, je pense, de l'écriture du roman. D'accord. Je salue Eva Marin, auteure aussi chez ME Évidence, avec Le Linceul des âmes, donc son roman, je rappelle, qui sortira le 20 novembre, qui vient de Tout nous à fait. rejoindre, donc bonsoir Eva. Dominique Guénin qui nous demande, est-ce que c'est compliqué de se remettre dans l'atmosphère du roman quand on écrit de manière irrégulière? Alors, oui, c'est assez compliqué, mais en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Comme j'ai toute la structure, tout le plan, et je sais exactement où je veux arriver, finalement, en relisant le plan et en relisant les 10, 15, 20 dernières pages écrites, j'arrive à me remettre dans l'histoire et à me replonger dans l'histoire. Et puis, ce que je dis pas, effectivement, c'est que, en fait, je vis avec ces personnages, même quand je n'écris pas. Donc, il m'arrive d'être, je sais pas, dans le train ou d'être à un moment où je fais rien et je me dis tiens mais en fait le personnage il va faire ci, il va faire ça et en fait dans cette scène je vais rajouter ça et donc je, ça décante, je pense que oui, je vis avec mes personnages et une fois que j'écris finalement je, je, je mets tous les petits morceaux, j'enchaîne tous les petits morceaux ensemble, quoi. Je rassemble D'accord. les petits morceaux, les petites idées que j'ai eues en complément du plan. D'accord. Et justement, il y a Francine qui nous demande dans quelle ambiance vous écrivez. Est-ce que c'est en silence, en musique? Quels sont vos rituels ensemble? Alors, j'ai un rituel un peu de privilégié, c'est que j'écris en vacances. Donc, j'arrive pas à écrire quand je suis pas en vacances. Alors là, avec le confinement, c'est un peu différent. J'arrive un peu plus, mais en général, c'est vraiment quand j'ai fermé la porte du bureau et que voilà, j'ai débranché, entre guillemets, et là, je me rebranche sur la création littéraire. D'accord. Et justement, pourquoi, nous demande Sylvie, pourquoi des thrillers? Alors, pourquoi des thrillers? Ben ça, c'est vraiment une question que je me pose moi aussi, parce qu'en fait, je ne savais pas en écrivant que ce serait un thriller. Et, et, euh, et en fait, c'est à la fin vraiment où je me suis dit, mais c'est un thriller. Au départ, j'écrivais une histoire, vraiment, je voulais raconter une histoire, et je me suis rendu compte à la fin que, bon, d'abord, c'est assez sanglant, donc bon, déjà, ça oriente un peu. Et puis ensuite, il y a cette tension, cette complexité entre les personnages qui fait que, évidemment, c'est un thriller. Mais au départ, non, je savais pas que j'allais écrire un thriller. Et le roman que je suis en train d'écrire là, le second, n'est pas un thriller. En tout cas, à ce stade, je peux pas dire que ce soit un thriller. Peut-être que quand j'aurai D'accord. fini, je me dirai finalement c'est un thriller aussi, mais il n'y avait pas D'accord. de volonté d'écrire un thriller au départ. Il y avait la volonté plutôt d'écrire une histoire, certes, un peu loufoque enfin, loufoque, je sais pas, en tout cas, non conventionnelle. euh, et évidemment, où il y a une dimension psychologique et meurtrière assez forte. D'accord. Et justement, est-ce que vous pouvez nous présenter donc ce roman un petit peu plus en détail avant que je continue les questions où là on rentre vraiment dans le vif du sujet du roman? Bien sûr. Donc, l'histoire du roman, alors je ne vais pas, comme on dit, divulgacher l'ensemble du roman, mais comme je le disais, c'est l'histoire d'un peintre qui, au départ, a une trentaine d'années et qui rencontre un milliardaire américain, mais d'origine des pays de l'Est, des pays baltes, et qui, ce milliardaire est absolument fou
de peinture, de sculpture, et il a tellement d'argent qu'il consacre une grosse partie de son argent à financer des artistes, et il a littéralement un coup de foudre pour Stenrik Bergen, qui est un peintre qui a un peu de succès, mais qui n'a pas encore créé une grande œuvre, mais le milliardaire a la certitude que ça va être un futur génie, et il lui donne carte blanche, il l'installe dans une villa, et il l'autorise à faire à peu près tout ce qu'il veut, sauf qu'à un moment, bah, le peintre va demander des choses qui sont totalement déraisonnables, et ça va partir vraiment dans une histoire très très particulière. Et, euh, et puis, donc, le roman commence par l'exposition de ces toiles. Il y a plus de 3000 toiles qui sont exposées dans dans un bâtiment qui s'appelle le Titanium Palace, que le milliardaire a fait construire dans la baie de Los Angeles, quasiment pour cette révélation, voilà, parce que ce peintre a peint pendant 10 ans, et donc il y a une révélation. Et lors de cette exposition, il y a une journaliste, donc, qui est Anna James, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la rédactrice en chef art et culture de Time Magazine, qui visite cette expo au milieu de 6000 invités. Et c'est la seule finalement à poser une question au peintre, parce que les toiles du peintre sont toutes rouges, et donc elle pose la question: quelle est la matière de ces toiles? Et il lui répond quelque chose, et elle a un malaise tout de suite, et elle est exfiltrée, et elle va devenir l'otage euh, de, de ce duo de mécènes et peintres. Et c'est ça l'histoire en réalité de ce roman. Voilà, c'est l'histoire de ce trio un peu infernal qui est otage des uns des autres, voilà, et qui va se dérouler comme ça. D'accord. Voilà. Si je raconte plus, après, je vais dévoiler la suite. Donc, Non, non, et puis on déjà, lira j'en ai si vous le beaucoup. souhaitez. Vous pourrez nous Déjà, lire un j'en ai petit beaucoup. extrait tout à l'heure si vous le souhaitez, mais c'est vrai que ça donne envie de le lire. Et il y a d'ailleurs Dominique qui demande, est-ce que vous êtes inspiré de faits réels ou de personnages réels pour ce roman? Alors, de personnages réels, j'espère pas. Euh, Parce que sinon c'est très grave. Mais en tout cas, oui, le personnage du mécène, évidemment, c'est le milliardaire, c'est un enfin, c'est vraiment un milliardaire qui a fait toute sa fortune dans les médias. Donc oui, on peut l'identifier à des grands magnats de la presse, voilà. Et quant au peintre, alors le peintre, il y a des peintres qui ont fait des œuvres comme ça, un peu délirantes, qui repoussent un peu les limites, mais jamais sans aller aussi loin, quoi. Donc, enfin, on peut dire il est de très grande catégorie, ce peintre, par rapport à des peintres qui peuvent exister. D'accord. Et David comme Ruiz Martin qui journaliste, vient d'arriver. Bonsoir. Non, je saluais David Ruiz Martin qui vient d'arriver. ah, très bien. Voilà. Je vous laisse continuer, pardon, excuse-moi. Non, non, bah, sur le récit, si j'en raconte plus, après, ça va un peu spoiler la suite. D'accord. Sonia qui demande, est-ce que vous vous retrouvez dans certains de vos personnages? Alors, j'espère que non. Mais disons que c'est plutôt que je me projette vraiment dans les personnages pour, bah, pour en gros devenir aussi cinglé qu'eux, si j'ose dire. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être sans jugement, sans filtre, et d'aller aussi loin que le personnage qu'on a imaginé, et de se mettre aucune limite. Donc c'est vrai que euh, le, est-ce qu'il y a des choses de moi dans les personnages? Disons que l'art en lui-même, c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'aime. J'ai toujours été passionné par l'art. Donc ce sujet-là, oui. Après, est-ce que... alors, les peintres... ma mère est peintre, mais peut-être ça a un rapport. Mais en même temps, j'avais commencé à écrire cette histoire avant qu'elle se mette à peindre. Donc je crois pas que ce Hmm. soit... Mais disons que dans ma famille, on a une sensibilité à l'art en particulier.
D'accord. Voilà. Et puis après, voilà, j'ai fait une école de journalisme, bon, et il y a une journaliste dans le, dans le livre. Bon, peut-être que ça, ça, ça a Ouais, une donc incidence. En tout cas, indirectement, tout est inspiré de petits faits réels. peut-être, peut-être. Mais Ouais, disons que je me suis pas dit que j'écrivais sur un univers que je connaissais. Il y a des auteurs d'accord. qui font ça. Moi, c'est pas mon cas. J'ai écrit sur un univers qui me plaisait, mais dans lequel finalement je n'étais pas ou que je ne connaissais pas en profondeur. D'accord. Et du coup, Yaline, je me suis documenté pour pouvoir évidemment raconter des choses qui sont plausibles. Et voilà. Et dans la structure même du roman aussi, la manière dont il est écrit, il alterne entre des passages de narration et des articles de presse. Et voilà. Donc, c'est plusieurs types d'écriture qui sont mêlés et qui sont inspirés forcément, sans doute, des études de journalisme que j'ai pu faire. d'accord, justement c'est la question que je vais vous poser pour rebondir. Justement, vos recherches, comment ça se passe en général? Vous vous déplacez voir des professionnels, vous les contactez, comment ça se passe? Ou est-ce que c'est uniquement Alors, sur Internet? ça a un peu coupé, Florian, j'ai pas compris exactement la question. Vu que vous parliez de vos recherches, est-ce que c'est des recherches où vous vous déplacez pour aller voir des professionnels ou est-ce que c'est des recherches uniquement sur Internet? C'est plutôt des recherches faites sur Internet. D'accord. Ouais, ouais. C'est plutôt des recherches faites sur Internet ou alors dans certains bouquins que je peux avoir. Voilà. Mais non, non, j'ai pas fait de rencontre spécifique. D'accord. Ok. Il y a Aline qui pose une question assez intéressante, qui dit que lors d'une interview, un auteur disait, un auteur qui ne souffre pas est un auteur qui n'a rien à dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Alors, je sais pas si. Alors, probablement quand on écrit quelque chose d'inspiration autobiographique, je pense que effectivement c'est. Euh, Après, moi, je peux pas dire que je souffre. Alors peut-être que mentalement je souffre et que je ne le sais pas. Euh, mais en tout cas, non. Mais ce qui est certain, c'est que moi, j'ai pas parlé de mon livre pendant que je l'écrivais. Je l'ai donné à mes amis une fois qu'il a été écrit. Et beaucoup de gens n'imaginaient pas que j'étais capable d'écrire des choses aussi spéciales, entre guillemets, aussi particulières. Voilà, donc probablement que psychologiquement, je dois avoir quelque chose qui doit être particulier, mais en tout cas, je ne peux pas dire que je souffre. Écrire n'est pas une souffrance, c'est un plaisir. Je me plais à écrire et quand j'écris des histoires. Alors après, comme je disais, j'écris de manière discontinue. Donc peut-être que si j'écrivais tous les jours, etc., je ne le vivrais pas de la même manière. Mais là, j'ai une histoire, j'ai un but et quand je me mets à écrire, je suis vraiment dedans et je suis à fond et ça me procure un épanouissement important. D'accord, ok. J'imagine que vous lisez un petit peu aussi. Et quels sont vos goûts Oui, littéraires, nous demande Roselyne. alors, mes goûts littéraires, ils sont assez éclectiques. Alors, j'ai beaucoup lu, évidemment, parce que j'ai fait des études de lettres, mais alors je lis un peu moins. D'abord parce que ça peut me polluer en termes d'écriture. Donc, j'évite de lire quand je sais que je vais écrire quelques jours ou quelques semaines après, parce que j'ai peur d'avoir une influence sur mon écriture. Et puis ensuite, alors qu'est-ce que j'aime? J'aime bien la littérature de l'imaginaire. Donc moi je suis un grand fan d'anticipation. J'aime beaucoup Barjavel, certains romans de Robert Merle, de Dan Simmons. Voilà, ça c'est des grands classiques pour moi. J'aime aussi le thriller, mais alors dans une version un peu fantastique, un peu voilà. Il y a un auteur là que j'ai lu récemment et qui a été aussi auto-édité et qui maintenant est dans une maison d'édition, qui est Olivier Ball, qui a écrit Les Limbes. Voilà, c'est ce genre de thriller que j'aime beaucoup. J'ai adoré aussi, il y a quelques années, je pense qu'il doit y avoir 15-20 ans, un roman qui s'appelle Peau de lapin de Nicolas Kiefer,
donc qui se passe dans un asile psychiatrique. Alors, pour ceux qui ont lu le syndrome de Stockholm, verront qu'il y a un lien forcément. Euh, mais euh, voilà, j'aime les littératures qui sont vraiment, voilà, qui sollicitent beaucoup l'imaginaire et aussi qui ont une force visuelle, presque cinématographique. Voilà, on m'a beaucoup dit que Syndrome de Stockholm avait une écriture cinématographique. C'est vrai que quand je pense à ce que je veux écrire, je le pense comme un film. C'est-à-dire que D'accord. je réfléchis alors au cadrage, c'est beaucoup dire, mais en tout cas aux scènes, aux décors, aux ambiances, à la description visuelle, c'est très important pour moi. Alors sans en faire des tonnes et des pages, mais en tout cas, c'est important pour moi de pouvoir placer le lecteur dans un univers et de bien décrire suffisamment d'éléments de l'univers pour qu'il puisse se projeter dedans. Et justement, ça rejoint ce que vous dites. Est-ce que vous verriez votre roman adapté au cinéma? Ah bah j'adorerais, bien sûr, j'adorerais, oui, oui. J'imagine Oui, bien. enfin, c'est pour moi un roman cinématographique. Il y a toute une dimension évidemment visuelle puisque il s'agit d'un peintre, mais au-delà de ça, bon, il y a le, le, le roman se passe aux États-Unis et dans un autre pays que je ne vais pas divulguer, mais voilà, et évidemment, c'est l'occasion de mettre en scène effectivement les personnages dans des univers, dans des ambiances dépaysantes, je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin en tout cas non ordinaires. D'accord. Et justement, il y a Geoffrey qui nous demande d'où est venue l'idée de départ de l'intrigue de votre roman il y a 25 ans? Est-ce que c'est une toile, un peintre? Qu'est-ce qui est... Non, alors non, c'est pas un peintre, mais alors il faut pas que je révèle, mais disons qu'il y a une scène qui m'est venue, c'est une des scènes de la fin, qui m'est venue comme un flash et j'imaginais un peintre euh, qui j'imaginais un peintre dans une certaine situation et, euh, et ça a été une des scènes finales et j'ai en fait je sais pas comment dire, rétro-conçu l'histoire comme ça pour me dire voilà, s'il en arrive à cette fin-là, à cette conclusion-là, c'est que auparavant il s'est passé plein de choses et donc voilà, j'ai imaginé le plein de choses qui se passaient avant et comment on pourrait arriver à cette fin de roman. D'accord. Mais il n'y a pas un Et peintre spécifique qui m'a inspiré. En revanche, après, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques peintres qui avaient eu des comportements, non pas similaires, mais en tout cas qui étaient inspirés par une matière un peu spéciale et qui avaient créé quelques œuvres comme ça. d'accord. Et tu nous dis hein, quand est-ce que vous voulez lire un extrait, hein. Ah, bah, Enfin, je peux lire. vous, désolé, mais Oui, oui, non, mais on peut se tutoyer, Florian, il n'y a pas de problème. Euh, alors j'ai pris un extrait au début justement du roman pour pas trop en dire. Mais disons que ça se passe donc au début, comme je l'ai dit, c'est l'exposition des 3267 toiles qu'a peint Stenrik Bergen pendant 10 ans. Personne n'a rien su, c'était le secret le plus total. Et le milliardaire a convaincu le peintre d'exposer toutes ces toiles dans le fameux Titanium Palace qui a été construit dans la baie de Los Angeles et de révéler ça à 6000 invités qui ont été triés sur le volet et qui font partie de l'intelligentsia et du monde de la culture aux États-Unis. Et donc c'est juste avant que les portes s'ouvrent et révèlent aux invités l'exposition. Dans 10 minutes, allaient s'ouvrir les portes et l'on saurait bien finalement ce que le monde devrait penser de Stenrik Bergen pour les ans à venir, pour les siècles à s'écouler, pour le néant à parcourir, pour l'infini à traverser. Parvenu au sommet de l'escalier, Stenrik Bergen fit volte-face. Il perçut en un instant tous les espoirs, tous les fantasmes, tous les délires et toutes les obsessions de cette foule dont le souffle en suspens attendait l'ouverture des portes pour retomber une dernière fois, avant que l'art et la beauté ne lui enlèvent définitivement le réflexe de respirer, avant qu'ils ne lui coupent
lui ôte, lui arrache ce souffle en un dernier soupir ou en un dernier râle, avant que cette foule discoureuse et jaseuse ne devienne tout à fait muette, ébahie, ahurie et hagarde, Hendrik Bergen eut le vertige. Il sentit son esprit vaciller et ses viscères se comprimer. Mais il parla. Je voudrais dire que ce qu'il y a derrière cette porte représente 10 années de ma vie. Je ne pourrais plus dire aujourd'hui ce que j'étais il y a 10 ans, je l'ai oublié, et ça n'a plus d'importance. De même, j'ai oublié tout ce que j'ai fait durant ces 10 années, je veux dire en détail. Mais ce que je sais, c'est que ces 10 années ont été pour moi terribles. C'était comme une souffrance et en même temps j'y éprouvais du plaisir, des jouissances violentes. J'ai peint, je le sais, ce que j'ai peint, je ne le sais plus bien. J'ai peint comme un forcené, on me l'a dit, Enstenhoff me l'a dit. Il venait souvent me voir peindre, il m'a raconté que je pensais à voix haute et qu'alors même que j'entamais une toile, alors même que je commençais à étaler la matière sur la toile pour donner vie à mon idée, pour donner vie à une icône, à une vision, déjà je mûrissais mon prochain chef-d'œuvre. Je n'en ai aucun souvenir. Hélas, ou tant mieux. Tout est allé trop vite. Je n'ai pas pris le temps de m'arrêter, de regarder le chemin parcouru, de me retourner pour contempler les œuvres que j'ai produites. Quand, quand mon rythme de production s'est ralenti, je me suis rendu compte que, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais que tout était parfaitement maîtrisé. Je n'ai rien retouché, rien. Toutes mes œuvres, toutes mes toiles de ces 10 années passées derrière ces portes. Toutes, toutes sont mon reflet. Elles correspondent à ce que j'ai été à un instant. Je ne veux retirer aucun maillon de cet ensemble logique qui a été ma vie et mon œuvre pendant 10 ans. 3267 œuvres ont été inscrites au catalogue. Cela fait presque une œuvre par jour, née et achevée dans une même journée, le fruit d'un instant, une œuvre jetée sur une toile en quelques heures afin d'y demeurer pour l'éternité. 3267 toiles, j'ai le sentiment d'avoir été une machine à peindre. J'ai perdu durant ces 10 années mon intégrité. Je pourrais même dire que j'ai perdu mon humanité. Tout a été si intense, si fort, si animal, si bestial dans mon rapport avec la création, que j'ai tout vécu, une vie entière avec chaque toile. Je suis né avec chaque projet, j'ai vécu avec chaque élaboration, son apparition, je suis mort avec son achèvement. Chaque toile que je vois aujourd'hui n'est qu'un souvenir diffus, brumeux, imprécis. Et pourtant, je sais que chaque œuvre a été une tempête, un déchaînement de tout mon être, une révolte. Enstenhoff est le seul être qui ait pu voir et vivre ma création. Je lui en sais gré. Lui seul a ressenti ma déchéance au profit d'une naissance, d'une vie. Car je vis dans mon œuvre. C'est banal de dire ça, mais la vie n'est plus en moi, elle est dans mes toiles. Il y a plus de vie dans mes toiles qu'en moi-même. Je suis vide, exsangue. Mes toiles m'ont vampirisé et mon sang coule de leurs fibres. C'est pour cela que je disais que ce qu'il y a derrière ces portes représente 10 années de ma vie. Bien, merci Voilà. beaucoup. Voilà, donc je rappelle que c'était un extrait donc, du Syndrome de Stockholm chez Évidence Édition. Voilà. Merci Voilà. beaucoup. Dans la collection Obscure. Voilà, exactement, avec Laurent Fabre. Et je le rappelle que deux exemplaires seront à gagner ce soir parmi les participants qui posent une question, un brochet et un e-book. Voilà, tirage au sort à la fin de ce live. Voilà, donc on va reprendre là où on était arrêté. Donc vous veniez de lire votre extrait. Oui. Et la question était de savoir si vous censuriez sur certains sujets ou pas. Non, comme je le disais, pour ceux qui liront le syndrome de Stockholm, il y a quelques scènes qui sont assez trash dans le livre. Non, je considère que on peut tout écrire. Donc, après, on n'est pas obligé de donner à tous les lecteurs, en revanche. Moi, je sais que j'ai recommandé à mes amis de ne pas donner ce roman à des gens qui ont moins de 16 ans, par exemple. D'accord. Ok. Effectivement, Alors, bon, c'est un thriller c'est un thriller assez sanglant, on va dire. c'est peut être considéré comme pas dans toutes les mains, quoi. Non, non, Non. franchement, je pense qu'il faut, ouais. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a quelques lecteurs qui m'ont dit qu'ils ont été un peu mis mal à l'aise par certaines scènes. D'accord, Il y d'accord. a- Ouais, ouais. Ok. Alors, excusez-moi, je suis juste en train de reprendre les questions donc sur l'ancienne vidéo. Oui, Euh, Comme ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de partager, que je puisse récupérer. Alors, n'hésitez pas à reposer vos questions. Hein, je vois que Xavier est revenu, Zina.
Tac, oui, alors il y en a une, parlez-nous de vos futurs projets, si vous en avez. Ouh là là, alors ça, non, je dis pas grand-chose sur mes futurs projets. Je suis un peu D'accord. secret sur ces sujets-là. Mais ce que je peux dire, non, mais ce que je peux dire, c'est que, alors, je ne sais pas si ce sera un thriller. Je ne pense pas que ce soit un thriller. Ouais, je pense que c'était plus dans cette question-là, puisque ça venait juste après, pourquoi des thrillers, donc je pense que c'est plus dans ce thème-là, ouais. la question. Et après, en revanche, enfin, il y a un point commun, c'est que j'aime les histoires avec des gens qui sont pas tout à fait normaux. Voilà. Donc, là encore, dans le prochain roman, il y a des gens qui psychologiquement se mettent pas trop de barrières, donc ce qui crée quand même quelques désastres. D'accord, ok. Alors, là pareil, je reviens. Dagadagadac, as-tu un autre livre en préparation? Quels sont tes projets à long terme? Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Oui, oui, Alors, j'en ai un en excusez-moi, mais là, préparation, effectivement, il j'espère. y a toutes les fenêtres qui s'ouvrent en même temps, là. Excusez-moi pour ce petit couac informatique. Hop, là, c'est bon. Voilà, donc n'hésitez pas à reposer vos questions. Pour ce thème du syndrome de Stockholm, des thrillers comme je les aime, ça donne vraiment envie. Voilà, donc ça, c'est les gens qui reviennent. Donc n'hésitez pas à reposer vos questions. Je suis vraiment désolé pour ce couac. Hop. Oui, parlez-nous de votre association avec Laurent Fabre. J'imagine que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, comment ça se passe? alors, Laurent, c'est assez particulier puisque en fait, donc Laurent Fabre, qui est le directeur de la collection Clair Obscur de la maison d'édition, Évidence Édition, Laurent, enfin, quand j'ai auto-édité Syndrome de Stockholm fin 2016, Laurent, il faisait partie des gens voilà, qui étaient dans l'écosystème blogueur. Et effectivement, il est c'est un grand fan et un grand connaisseur de cette littérature. Et donc, du coup, voilà, on était en contact sur Facebook et c'est en début d'année, quand j'ai vu qu'il prenait la direction de la collection Clair Obscur, on s'est remis en contact et il cherchait des auteurs pour la collection. Et donc, il m'a proposé de rejoindre la maison d'édition Évidence Édition. Voilà. Et donc, voilà, ça s'est fait pendant le premier confinement, en fait. Ça a été relu et le comité de lecture a relu le roman. Et je crois que c'est en mars ou avril qu'il m'a dit bah, c'est bon. Et donc, la parution a eu lieu le 16 octobre. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Et il y a aussi, je dis ça parce que je viens de voir passer son nom. Il y a une auteure ou une autrice, je ne sais pas comment on dit, qui est Loana Orao, qui a été l'une des premières fans vraiment en 2017 qui avait lu mon roman et qui m'a soutenu. Et c'est aussi parce que Loana a reparlé de mon roman que Laurent Fabre s'est souvenu du syndrome de Stockholm et qu'on est rentré en contact. Donc, merci Loana. Et d'ailleurs, c'est pas un scoop parce elle l'a publié sur les réseaux sociaux, mais Loana va rejoindre également la collection Clair Obscur chez Évidence Édition avec un roman qui sera publié l'année prochaine. Voilà. Eh Donc ben, je suis ravi de félicitations faire à équipe Loana avec Loana. qui, voilà, bah, félicitations à elle en tout cas. Et puis je vois effectivement qu'elle a mis un petit commentaire. Donc, Hello Philémon, je suis ravi de te voir en live. Ton livre est une petite bombe, tu le sais, je te conseille tout le temps. Ton extrait était très bien choisi. Ma question, de qui et de quoi t'inspires-tu pour écrire? Voilà. Donc, elle n'était pas là tout à l'heure quand il a répondu, mais je peux te laisser Ouais, alors le rappeler si tu veux. de qui je ne sais pas trop dire de qui, mais euh, bon, moi, comme je le disais, j'ai fait des études de lettres, donc j'ai lu pas mal. Et c'est vrai que probablement en termes d'écriture, j'ai une écriture inspirée d'écrivains assez classiques. Voilà, j'aime bien l'écriture riche avec des adjectifs, des adverbes, des phrases
assez longues. Enfin voilà, je suis pas dans l'économie de mots. Donc voilà, je dirais que la littérature peut-être du 19e, c'est quelque chose que j'aime bien, mais bon, tout à l'heure j'ai parlé de Barjavel et d'Anne Simmons, c'est de la littérature du 20e. Donc, mais en tout cas, c'est l'écriture qui donne à voir, qui donne à se projeter. Voilà, donc voilà, c'est sans doute une inspiration inconsciente. D'accord. Sonia qui demande à quel âge avez-vous eu envie de devenir auteur? Alors, je ne sais plus si tu y as répondu, mais il me semble que non. À quel âge? Je pense que depuis l'adolescence. En fait, D'accord. j'ai écrit des choses qui ne sont pas publiées, donc voilà, j'ai un imaginaire assez fort. Donc j'ai écrit, oui, je pense que les premiers écrits que j'ai faits, c'était à la fin du lycée. Mais après, de là à me dire que j'allais être auteur, c'était pas absolument certain. D'ailleurs, j'en ai pas fait mon métier. D'accord. Ok. Justement, tu parlais de tes personnages tout à l'heure. Il y a une question de Xavier qui nous dit pourquoi des noms russes et suédois pour tes personnages? Est-ce que ça a un rapport avec le titre? Alors, ça, je ne sais pas dire, mais c'est vrai que j'ai fait une, une- une création de nom un peu. Alors, j'avais écrit une nouvelle quand j'étais étudiant, qui était une nouvelle qui racontait en gros que un père voulait un prénom absolument original pour son fils et un prénom que personne ne porte. Et en fait, il avait créé le prénom de son fils en tirant des lettres au Scrabble. Alors, j'ai pas fait tout à fait ça, mais disons que je voulais. Alors, déjà, c'est sûr que je voulais un peintre suédois, donc et je voulais pas prendre des prénoms ou des noms existants. Donc, j'ai créé un prénom surtout à consonance suédoise. Et pareil, je voulais quelqu'un pour le mécène, quelqu'un qui soit un peu des pays de l'Est, un peu russe, tchétchène, balte, on ne sait pas trop. Et donc j'ai créé aussi ce nom comme ça. Mais c'est vrai que ce pas des prénoms ou des noms qui existent, c'est totalement inventé. Alors, en revanche, pour la journaliste Anna James, je l'ai créé et en fait, je me suis rendu compte au milieu de l'écriture que c'était le prénom et le nom de ma grand-mère maternelle qui s'appelait Anna Jam. Et en fait, j'y avais jamais pensé. Et c'est un jour où ça m'a. Voilà, je crois que c'est ma mère qui me l'a dit et qui m'a dit, mais en fait, c'est le prénom et le nom de ta grand-mère. Et voilà, D'accord. c'est le hasard. C'est l'inconscient qui a parlé. Ouais, peut-être un signe. Comment? Mais un signe peut-être? Peut-être. Elle n'était pas journaliste, hein. D'accord. Bon. Est-ce que tu travailles sur ordinateur ou est-ce que tu passes d'abord par des feuilles papier ou sur des post-it comme notre marraine Virginie Lloyd? Alors, non, alors comme je suis surtout sur papier, j'ai des petits carnets, enfin des petits carnets, des carnets comme ceux-là, là, voilà. J'écris là-dessus en général. Et alors, c'est un peu une nouveauté, mais enfin une nouveauté. Depuis 2-3 ans, j'écris sur mon iPhone quand je suis dans un train ou dans un avion. Euh, et, euh, et autrement, alors pendant le confinement, là, je commence à écrire sur ordinateur. Mais c'est vraiment très très récent. Je suis quand même très D'accord. papier. Alors, ça vient du fait aussi de papier que, comme j'écris en vacances ou en voyage, je me balade pas avec mon ordinateur. C'est aussi Ouais, ça. Mais c'est vrai que j'aime bien bien sûr. j'écris avec des feutres sur un carnet. Voilà, c'est ça ma technique favorite. Ok. Donc il y a Loana qui dit que justement ça se ressent dans ton écriture, cette richesse des phrases. Merci pour ta réponse. Donc merci à vous, Loana. Et Xavier qui te remercie aussi pour ta réponse concernant les noms suédois et russes. Une dernière question de Aline qui demande que recherche le lecteur de polar thriller dans ce genre? Est-ce que ce n'est pas vivre par procuration ce que le moral lui interdit de faire? Alors, oui, je pense qu'il y a une fonction cathartique dans le thriller parce que, évidemment, enfin, surtout dans les thrillers où les personnages
sont peu recommandables, on va dire. Il y a une dimension, oui, de catharsis où finalement on vit par procuration. Je ne sais pas si on vit par procuration, mais en tout cas, on va jusqu'au bout de comportements extrêmes et qu'on ne peut pas avoir dans la vie, bien sûr. Euh, alors, je pense que la vie par procuration, c'est peut-être un peu fort parce que, parce que souvent c'est un peu la mort par procuration quand même dans les thrillers. Mais, euh, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui repousse les limites de l'humain et de la bienséance, qui fait que le lecteur. Et puis je pense qu'il y a aussi le plaisir de se faire peur. C'est-à-dire que, un peu comme les enfants qui aiment bien avoir peur à Halloween ou voilà, dans des occasions comme celle-là, bah, quand on lit un thriller, on aime bien frissonner, se dire, voilà, on est sous la couette en train de lire un truc terrible et horrible, et voilà, on vit quelque chose d'insensé tout en étant dans un confort un peu bourgeois, et ça, c'est confortable. Et justement, quand tu dis, si tu devais t'identifier à un de tes personnages, ça serait lequel? Ah, c'est difficile, parce qu'en fait, justement, j'essaye de pas, enfin, j'essaye de donner autant de chance, si j'ose dire, à tous les personnages. Donc je suis un peu avec tous les personnages. Mais alors pour m'identifier, peut-être que finalement c'est le personnage de la journaliste auquel je m'identifie le plus parce que c'est celle, pour ceux qui l'ont lu ou qui liront, c'est celle qui finalement est le vrai personnage central de cette histoire parce que c'est la témoin de choses absolument insensées et c'est à travers ses yeux à elle et son vécu à elle qu'on va comprendre qui sont ces deux énergumènes, le peintre et le mécène. D'accord, ok, super. Tac, donc là, ça fait bientôt 1 heure qu'on discute déjà. Que pense votre entourage de ce genre de roman, de ce que vous écrivez? Alors, l'entourage proche, l'entourage proche est content de l'avoir lu en me connaissant entre guillemets depuis longtemps parce que certains m'ont dit que quand même je devais être un peu cinglé pour écrire ce genre de roman. Mais autrement, j'ai reçu un accueil positif sur le roman et enthousiaste et D'accord, ils ok, m'ont super. beaucoup aidé à le diffuser et à le faire connaître à leurs amis notamment, voilà, par rebond. Ok. Bah, en tout cas, Xavier vous remercie dit waouh, génial, je vais me laisser tenter à le lire. Ouais, donc n'hésitez pas. Et je rappelle justement à l'occasion, puisqu'on a été coupé, je m'en excuse encore, que 2 exemplaires seront à gagner parmi les participants. Donc j'ai déjà noté le nom des participants de l'ancien live, donc pas de souci. Et je rappelle que parmi ceux qui ont posé une question, donc un brochet et un version e-pub. Donc je parle sous votre contrôle et sous celui de Laurent. Voilà, c'est bien ça, hein. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Une dernière question et après je pense qu'on va arrêter là. Aline qui nous demande, pensez-vous que tout un chacun est un potentiel criminel avec un élément déclencheur qui peut le faire basculer? Belle question ça. Je pense que oui. C'est-à-dire que il y a enfin, potentiel criminel, ça dépend pourquoi, mais je pense que, disons que tout le monde, potentiellement, je pense, peut avoir un moment de folie. Alors, le déclencheur, il est variable, hein. On voit qu'il y a des gens qui deviennent des assassins par désespoir. Il y en a d'autres qui deviennent des assassins par construction mentale, c'est-à-dire qu'ils se forgent un avenir d'assassin parce que ils se construisent dans la violence et la société les construit, enfin les aide, en tout cas les, les met dans cette voie de construction dans la violence. Donc oui, je pense que tout le monde peut malheureusement devenir un assassin. D'accord. Ben, merci à toi. Et puis tiens, je C'est vois pas que très Cyril positif. Alberti. Non, non, mais pas de souci. Mais merci en tout cas pour tes réponses. Et il y a Cyril Alberti qui vient d'arriver et je profite à l'occasion pour le saluer puisque c'est lui qui a fait donc ton thriller book.
C'est justement chose qui nous a mis en relation. Je peux te laisser en parler rapidement si tu le veux. Ouais, oui, oui, Cyril a fait le trailer du roman qui a été diffusé sur Facebook et avec beaucoup de talent et je le remercie parce que beaucoup de gens m'ont dit ah mais ça y est, tu l'adaptes au cinéma et j'ai dit non, non, c'est juste la sortie chez Évidence Édition. Voilà, mais c'est vrai qu'il a un réel talent, Cyril, hein, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à le contacter si vous êtes auteur pour faire vos trailer books. En tout cas, c'était parfait. Bon, en tout cas, merci à toi, Philémon, pour ce live. Je m'excuse encore pour Ben ces merci, petites coupures. J'espère qu'au montage, ça va pas trop se voir. Mais en tout cas, voilà, c'est les aléas du direct et puis on est là pour passer un bon moment. Donc, merci à toi. tout à fait. Et Et puis puis, tu reviens quand tu veux. je répondrai aux autres questions en commentaire. S'il y en a qui veulent reposer des questions sous la vidéo que tu publieras, je Oui. répondrai bien volontiers. Oui, oui, je mets le lien YouTube, comme ça il n'y aura qu'une seule et unique vidéo dans la soirée, là, le temps de faire le montage. Et puis voilà, et je fais le tirage au sort également dans la soirée en diffusant le lien. Donc merci aussi à Laurent. Et je profite également pour dire que, alors en ce moment, les librairies sont fermées, etc. C'est un peu compliqué. Mais pour ceux qui veulent l'acheter directement chez Évidence Édition, les frais de port sont offerts pour ceux qui le commanderont en relais. Donc, qui n'hésitent pas, ça arrive. Ça coupe pas mal. Bon, ça veut dire qu'il est temps qu'on arrête, mais en tout cas, merci à toi. Et c'est vrai, comme tu dis, que plutôt que d'aller sur Amazon, et on a tendance à le faire, ne pas oublier d'aller sur le site des maisons d'édition, c'est le plus important. Merci à toi. Et puis, bah, tu reviens Ben, quand tu veux. merci. Et ben, ça marche. Merci Allez, beaucoup je en vous tout dis à cas. tous, à bientôt. Et puis, je fais le tirage au sort dès ce soir. Ciao, ciao. Super. Au revoir.